possibilité d'exercer s'ils ne reviennent pas le 19. Et malgré ces menaces, apparemment, aucun ne veut revenir, n'accepte de revenir à l'hôpital avant le 19. Alors, le 19, il y a également un changement important, c'est que la directrice de l'hôpital de Mandalay, qui est actuellement très, très liée aux militaires, puisque l'un de ses frères est dans la junte, mais cette directrice d'hôpital va rejoindre Népido avec une promotion pour organiser la vie dans les hôpitaux au Myanmar. Elle sera remplacée par un nouveau directeur qui est très lié à la junte, apparemment que les chirurgiens de l'hôpital connaissent et qui n'est pas spécialement un tendre. Donc, ils sont très inquiets par ce mouvement dans la direction de l'hôpital. Alors, une troisième chose, il faut dire une troisième chose, c'est le problème financier. Actuellement, les jeunes médecins et les infirmières ont un énorme problème pour acheter de quoi vivre, la vie au quotidien. Ils ne sont pas payés maintenant depuis un peu plus de 100 jours et il y a pour eux un problème d'existence au quotidien de plus en plus difficile. Alors, le dernier problème, là, j'ai longuement discuté avec les médecins anesthésistes, c'est ils sont en train de tomber dans un état de dépression totale parce qu'ils ont essayé d'organiser leur fuite à l'étranger et ça a échoué. C'est trop compliqué, c'est trop dangereux et ce qui arrivera s'ils réussissent à passer la frontière est tellement imprécis qu'ils ne veulent pas se lancer dans cette procédure. Et ces espoirs déçus entraînent un état de dépression qui, à mon avis, commence à être préoccupant. En particulier, il y a 2 médecins anesthésistes là, que j'ai régulièrement au téléphone et je les sens perdre pied complètement. Et ça me préoccupe beaucoup. Alors, au final, après 100 jours de ce régime, eh bien, force est de constater que tout ce qu'on a fait depuis un peu plus de 15 ans est complètement par terre, complètement détruit, et c'est vraiment une situation devenue catastrophique. Donc, merci pour ce témoignage aussi, pour cette situation qui c'est bien plus que préoccupante. Et le CDM, ça a été complètement initié par des médecins et actuellement, même les initiateurs maintenant qui souffrent énormément. Je devrais aussi partager certaines de mes amis qui ont caché depuis 3 mois dans une petite salle, dans une petite chambre, sont sortis de la maison qu'ils ont un de ses amis ou quelque chose. Sans voir la famille, sans voir les enfants, les parents, et rester tout le temps à l'intérieur, ne peut pouvoir sortir. C'est très, très préoccupant, la santé physique, mentale, très pesant, très, très pesant. Donc ça, c'est déjà des soignants, qui ont déjà le problème. Les hôpitaux en arrêt. Alors, qu'est-ce que vous voyez, en fait, même si le jour, le lendemain, si la situation change comme on le souhaitait, mais qu'est-ce que vous en pensez la situation dans les prochaines semaines à venir, même si ça changeait? Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous? Moi, je pense que si le NUG prenait le pouvoir ou revenait forcément aux affaires, il faudrait reconstituer les équipes, ce qui va être ce que a dit Daniel Loisance, tout ça, ça prend 15 ans pour former des équipes en chirurgie ou en soins cancérologiques ou autres. Les équipes, ça ne se forme pas du jour au lendemain. Et arriver à remobiliser le personnel médical, le personnel infirmier, leur redonner confiance, les protéger, jouer sur leur morale et jouer sur leur vie familiale, leur vie professionnelle, c'est pas du jour au lendemain, ça va prendre beaucoup de temps. En plus,
comment va-t-on retrouver les hôpitaux, puisque les hôpitaux beaucoup d'entre eux ont été occupés par la troupe et qui en ont fait leur campement, c'est-à-dire que vraisemblablement tout a été pillé, tout a été détruit. Ça va être une catastrophe médicale, bon, à côté de la catastrophe humanitaire, puisqu'on sait d'après les rapports de l'ONU que la moitié de la population est dans un état de pauvreté maintenant et n'arrive plus à manger correctement. Enfin, ça, on va développer tous ces aspects. Je crois que ce qui est terrible, c'est que le ministre de la Santé et de la Junte fait des promotions, c'est-à-dire que les gens qui voudront travailler seront promus. En général, ceux qui vont accepter de travailler ne sont pas les meilleurs des équipes. Donc, on va mettre des gens non qualifiés, non motivés, qui vont bricoler, et ça sera désastreux pour les équipes, désastreux pour les hôpitaux et désastreux pour la population. On ne connaît pas bien en ce moment qu'est-ce qu'il advient des malades. On parle des blessés qui malheureusement sont achevés souvent dans les prisons ou dans les postes de police, mais toutes les maladies cardiaques, cancérologiques, hématologiques continuent d'arriver. Comment sont-elles soignées? Qui les soigne? Et on ne parle pas du Covid. Le Covid qui était à peu près jugulé par les efforts, notamment qui avaient été prodigués par le professeur Zoesso, le Covid doit se développer maintenant à vitesse grand V. Enfin, tout ça, c'est des questions vraiment très préoccupantes. Pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, avant le 1er février, dans le service de chirurgie cardiaque, la liste d'attente des malades pour se faire opérer était de un peu plus 400 malades, ce qui représentait une attente d'environ 1 an pour se faire opérer. Bon, actuellement, que deviennent ces 400 malades? Un très grand nombre de ces malades vont mourir. Très grand nombre. Car si l'intervention n'est pas réalisée dans les quelques semaines qui viennent, ils ne survivront pas. Alors, parallèlement à ça, le service de cardiologie qui assure la première ligne, le dépistage des gens qui ont besoin de soins cardiologiques avancés, ce service est complètement déserté. Tous les cardiologues, sans aucune exception, ont disparu. Alors, ils vont être remplacés par des médecins. Il y en a eu 2 qui ont été nommés hier, et ces 2 médecins n'ont aucune compétence cardiologique. Donc, ça illustre bien ce que Alain Patel vient de dire, c'est qu'on va remplacer les médecins spécialistes parfaitement formés, parfaitement compétents, par des médecins sans aucune formation et qui seront responsables probablement de plus de catastrophes que de bonnes choses. Donc, la situation à cet égard est très, très préoccupante. Oui, merci. Fleur Sabata, j'ai une petite question aussi, peut-être, ça concerne aussi le ministre de la Santé. Donc, professeur Zoesso, vous avez travaillé depuis des années longtemps avec lui. Vous avez même fondé une école de chirurgie à Rangoon avec lui. Vous pouvez un petit peu en parler un petit peu, et aussi également le chirurgien orthopédique qui est torturé aussi actuellement en prison. Coton Meso. Vous pouvez en parler un peu pour cela? Écoutez, oui, Zoesso est un élève, est un ami de certainement 30 ans environ. Il a monté progressivement toutes les équipes avec le professeur Chauminite. Et progressivement, il a monté un centre de chirurgie pour la colonne vertébrale, pour le rachis. Il est arrivé à bâtir un bâtiment de 4 étages ultra équipé. Et grâce aux équipes de chirurgie de Marseille et de Toulouse, ils sont devenus des grands experts en chirurgie de la scoliose. Et
En plus, Zhou a été nommé recteur de l'université de UM1 de Rangoon. Il était président de tous les recteurs des universités de Birmanie. Et on avait dernièrement aidé à faire une école de chirurgie qui avait commencé à prodiguer des cours avec des experts français de façon à aider en microchirurgie, en dissection, dans toutes les disciplines, à former les jeunes chirurgiens. Bon, tout ça est bien entendu arrêté. Mais Zhou Eso était un advisor, il était très très proche du ministre de la Santé de l'ancien gouvernement, et il donnait des avis très performants, il était au courant de tout, et ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait immédiatement emboîté le pas du mouvement de désobéissance civile. Alors, malheureusement, ses élèves ont été arrêtés parce que la junte, qui se comporte vraiment comme des terroristes, voulait vraisemblablement savoir où se trouvait ce vaisseau, où est-ce qu'il se cachait. Et ils ont arrêté ses plus proches collaborateurs au sein de l'hôpital d'orthopédie, Mo, qui était le directeur des urgences de l'hôpital général de Rangoon. Ils sont tous en prison. Je pense que malheureusement, ils ont dû subir des mauvais traitements pour essayer de leur extorquer des renseignements, parce que Soweto était certainement un mentor du gouvernement provisoire, et c'est pour ça qu'on le recherchait activement. Actuellement, il est ministre de la Santé et de l'Éducation du National Unity Government, et il est très, très actif et il sera certainement une aide formidable pour la reconstruction et pour la mise en place de l'aide humanitaire. C'était lui qui avait coordonné la lutte contre le Covid d'une façon très, très efficace, puisqu'il y avait très peu de cas dans le pays et que la vaccination avait commencé. Mais tout ça a dû s'arrêter puisqu'on n'a plus aucun renseignement, plus aucune statistique. Donc, effectivement, le professeur Zhou est un leader formidable et certainement un membre très influent du gouvernement d'unité. Merci, professeur Abatel. Donc, j'ai une petite question aussi, professeur Loisance, en fait. Vous avez beaucoup de liens avec les hôpitaux de Mandalay, c'est ça? Oui. Donc, là, il y avait une liste d'attente énorme et également, là maintenant, remplacée par des médecins, on peut dire, non spécialistes, non compétents dans ce matière. Et ma question, ça me fait tellement mal au cœur de voir ça. Et il y a un petit peu de réseau aussi des hôpitaux de Mandalay, un petit peu de Apapama, enfin de la Birmanie de cette partie-là. Est-ce qu'il peut y avoir l'aide des autres villes pour supporter au moins des cas urgents? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez mieux que moi la Mandalay. Non, Oui. la chirurgie cardiaque est faite exclusivement à Mandalay. Et c'est le seul service de Upper Myanmar Oui. qui est capable de faire ça. Vous voulez, et c'est lié au très haut degré de technicité de cette spécialité, ce qui a pour conséquence la lenteur de la constitution d'une nouvelle équipe. Et imaginons que demain, la totalité du personnel infirmier et médical de l'hôpital de Mandalay soit remplacée par des personnes non formées, il faudrait attendre 5 ou 10 ans pour arriver au stade où on était au mois de janvier dernier. Donc, le remplacement de cette équipe par une autre équipe plus malléable et plus à la solde des militaires n'aura aucune efficacité. Alors, sur le papier, on remplira peut-être les cases. C'est-à-dire, il y avait au mois de janvier 2 chirurgiens seniors et 3 chirurgiens juniors.
on va peut-être mettre 2 chirurgiens juniors, 2 chirurgiens seniors nouveaux, non formés, et 3 juniors, mais le résultat, c'est qu'aucun malade ne pourra être opéré. Donc, c'est une catastrophe absolue. Donc, dans ces situations-là, je pense que cette situation ne va peut-être pas changer le jour ou le lendemain, avec toutes les catastrophes qui est en train d'apparaître. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que nous conseillerons, en fait? Qu'est-ce que vous en conseillez? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les Biamans ou pour les Français qui sont en France? Comment on peut aider? Qu'est-ce que vous voyez? Pour l'instant, on est dans l'expectative. On peut aider en soutenant la reconnaissance et au moins le grand support apporté au NUG, au National Unity Government. Il va falloir aussi s'apprêter à une aide humanitaire massive, mais très, très ciblée, parce que ça pose différents problèmes. L'aide humanitaire pour faire parvenir des produits de première nécessité et alimentaires à la population, cette aide ne doit pas tomber aux mains de la junte, qui se comportent comme des pillards. Hein. On voit dans les arrestations, on pille la maison, on pille les biens des gens qu'on arrête. Hein. Donc, on peut être très, très interrogatif sur l'arrivée d'une aide humanitaire. Même si on arrive, les aides humanitaires, ça va passer par les militaires. Et donc, il y a une forte de doute que ça ne passera pas vraiment où on souhaitait. Donc, quoi qu'il arrive, les aides de jour au jour semblent très difficiles et ce n'est pas bénéficiaire pour les populations. Alors, je crois que ça, c'est la reconnaissance de nouveau gouvernement, en fait, de notre gouvernement par la communauté internationale, ce qui est vraiment la première étape qui peut changer dans le bon sens. Ça ne sera pas changé toujours. J'ai posé la question au chef du service de Mandalay. Je lui dis qu'est-ce qu'on peut faire? Et la réponse a été immédiate, c'est reconnaître le nouveau gouvernement d'opposition, NUG. Et il dit c'est la chose la plus importante. Et je lui dis est-ce qu'il faut qu'on envoie de l'argent? Est-ce qu'il faut qu'on envoie? Il dit surtout pas, parce qu'on n'en verra jamais la couleur. Donc, ils savent très bien que l'aide humanitaire, actuellement, ne peut pas arriver là où elle doit arriver. Donc, la seule chose qu'ils demandent concrètement, c'est une reconnaissance par les grandes institutions internationales, l'ONU, l'ASEAN, de la formation du gouvernement. Alors, ils évoquent la possibilité de faire comme au Venezuela, où il y a 2 gouvernements en place. Il y a le gouvernement d'opposition qui a été reconnu par les États-Unis et le gouvernement actuel de Maduro qui est un gouvernement que ne reconnaît plus les États-Unis. Donc, c'est ce qu'ils demandent. Alors, comment obtenir ça? Là, c'est une autre paire de manches. J'ai encore pas mal de questions, mais j'aimerais bien demander dans l'audience, en fait, dans les gens, par exemple, Jean-François, tu es là aussi. Il y a d'autres personnes, si vous voulez participer à la discussion, poser des questions ou faire des commentaires. Levez la main, soit lever la main, soit rester par le chat, ou vraiment vous poser des questions. Si tu poses des questions, tu peux le faire là. Il y a un écho. Tu peux le faire. Donc, je ne sais pas s'il y a… Oui, je vois quelqu'un qui a levé la main. Ah. Kenzo. C'est moi. Ah oui. Bonjour. Merci pour votre intervention. Moi, je voudrais
parler des questions concrètes. On sait qu'on ne pouvait pas aider humanitaire actuellement, que ce soit médical ou que ce soit financier, mais est-ce qu'on peut demander une reconnaissance? C'est-à-dire, je sais qu'il y a pas mal d'associations médicales qui pourraient nommer des prix honorés, c'est-à-dire pour encourager la courage, pour dire que est-ce qu'on pourra demander, la France pourra demander je ne sais pas, les prix d'encouragement ou quelque chose au nom des médecins birmans via les médias, selon les journaux, ou je ne sais pas comment ça fonctionnera parce que le milieu médical m'est totalement inconnu. Et je voudrais savoir, est-ce qu'on peut soutenir pour dire que même si ce n'est pas le moment, mais on est toujours avec vous, c'est-à-dire symboliquement, comment on pourra intervenir pour en arriver là? Vous savez, on peut faire tous les vœux possibles et toutes les motions dans les médias. J'ai pas, enfin, on en a déjà fait dans les journaux médicaux. Il n'y a pas eu beaucoup de remontées. Donc, je suis assez dubitatif sur. Je sais que c'est des bonnes idées, mais pour l'instant, je ne vois pas très bien comment on peut les réaliser, sauf exactement ce que disaient tout à l'heure les interlocuteurs précédents. Il faut faire toutes les pressions possibles et imaginables pour que le NUC soit supporté, soit éventuellement reconnu et que l'ONU et l'ASEAN aident. Et parce que l'aide humanitaire, si elle doit arriver, elle doit transiter par la Thaïlande, hein, elle ne transitera pas par la Chine. Donc, il faudrait, ça, bien évidemment. Il faudrait déjà que la Thaïlande accepte de collaborer avec l'aide internationale, alors que pour l'instant, la Thaïlande est limite. Hein, elle accepte les réfugiés, mais du bout des doigts. Hein. Oui, il y a certaines conditions qu'il doit discuter. Oui, je sais que mais en fait, de notre côté, on se sent tellement impuissant. Vous voyez, on assiste au spectacle sans pouvoir rien en faire. Et effectivement, accepter le NUG, c'est notre premier but, mais en attendant, on voudrait faire autre chose. Donc, si vous avez des idées, on est preneuse, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien très fort. Il est évident qu'on essaye de faire des mouvements de soutien à partir des parlementaires français. Et on a alerté le groupe d'amitié franco-birmanie à l'Assemblée nationale qui semble réagir très favorablement et des projets de questions au gouvernement sont à l'étude et j'espère verront le jour très rapidement. On a cette poussée, je dirais, politique pour essayer de faire avancer les idées et les actions. Mais pour l'instant, on n'est pas très suivi par les médias de différents ordres, écrites, la presse télévisée, radio, et les actualités la situation Israël-Palestine, la situation du Covid, c'est des ennemis pour cette communication. Donc, c'est un peu difficile, mais effectivement, il faut essayer de s'y mettre tous pour que ces actions portent leurs fruits. Anne, tu veux prendre la parole? Parce que je vois que Anne est… Ah, pardon, c'est moi qui parlais. Pardon. J'étais en mute. Bon, mais si c'est vrai, pour l'instant, ce qu'on ne voit pas de la France, c'est bien évidemment la reconnaissance. Ça prendra peut-être du temps. Ça ne serait pas le jour, le lendemain. Mais par contre, il n'y a pas assez de bruit, assez de paroles à l'Assemblée nationale qui discutent. Ce qui est vraiment assez, pour nous, c'est assez décevant. Et donc, comment on peut faire je ne peux pas dire la pression, mais faire entendre nos voix. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que vous en pensez aussi, la communauté internationale sanitaire, comme l'OMS ou comme UNICEF, ou peut-être
médecin, chirurgie ou autre, est-ce que ça peut apporter quelque chose pour changer une situation? Donc, qu'est-ce que vous en pensez, professeur Loissens? Actuellement, ce qu'a dit Alain est parfaitement vrai. L'actualité est monopolisée par ce qui se passe en Israël et en Palestine, et monopolisée par le problème de la vaccination en France. Et la Birmanie n'a jamais beaucoup intéressé les Français. Une grande partie d'entre eux ne savent même pas où se situe exactement la Birmanie. Donc, c'est très, très loin du cœur, si vous voulez, mobiliser. L'expérience a montré ces jours derniers que mobiliser les médias en faveur de la Birmanie est extraordinairement difficile. Extraordinairement difficile. Alors, est-ce que ça aura un impact? Probablement un impact sur le gouvernement, parce que ce qui convient, c'est d'obtenir une reconnaissance par les autorités les plus importantes de la planète, une reconnaissance de NUG. Tant qu'on n'aura pas ça, on sera dans des vœux pieux. C'est ça qui est difficile. Quelqu'un voudrait parler un peu? Parler un petit peu. Oui, une question là, Trinchero. J'ai eu la chance moi d'aller plusieurs fois, une vingtaine de fois en Birmanie, grâce à Monsieur Patel là, avec son association les Children Action. Si on n'arrive pas à faire la reconnaissance du nouveau gouvernement dans les mois qui viennent, est-ce qu'il y a des possibilités de discuter avec l'armée pour faire des missions humanitaires? Parce qu'ils vont bien se rendre compte de toute façon que la situation sanitaire, humanitaire va s'aggraver. Est-ce qu'on peut discuter avec eux pour venir, comme on a fait, comme M. Patel l'a fait au départ, quand il n'y avait que la junte au pouvoir? Quand on y allait, c'était des discussions directes avec la junte. Et passer par l'ambassadeur, essayer de voir quelles sont les possibilités d'avancer tout en reconnaissant d'un côté le nouveau gouvernement, essayer de discuter pour pouvoir prendre de l'avance pour essayer de remettre en route tout ce qui avait été créé par aussi bien en cardio qu'en orthopédie. Pour l'instant, il est hors de question de discuter avec des terroristes. Hein. Ça serait reconnaître la junte. Donc, toute discussion éventuelle est impossible et sûrement très, très néfaste pour la population birmane. Il faut vraiment que la junte soit mise à l'écart de toute intervention internationale. Il faut arriver à les étrangler financièrement et les boycotts financiers qui sont mis en place sont insuffisants. Il faut aller beaucoup plus loin. Les Américains devraient arriver à obtenir de Chevron que Chevron ne paye plus les taxes sur l'essence, sur l'oil, etc., etc. Et il faut absolument ne jamais avoir de contact avec la junte, pour absolument les mettre de côté. Merci pour cette position et ça nous chaud au cœur. C'est pas de question de communiquer et de dialoguer avec les terroristes tant qu'on n'est pas en égalité de liberté des deux côtés. Et c'est de base de discussion tout autre. En même temps, la situation chez les médecins, chez les soignantes et chez la population est très, très préoccupante. Est-ce qu'il y a un moyen, parce que la France est un symbole de la démocratie, symbole de l'humanité, symbole de droits de l'homme, et ben, tout ce qui subit les Birmans, c'est directement et indirectement, c'est une catastrophe humanitaire, et tout ce qui était le crime contre l'humanité qui a commis par la junte. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire entendre pour les politiques l'aspect tout simplement humain, en fait, de ce qui se passe en Birmanie? C'est en train de déstabiliser la démocratie en Asie du Sud-Est. C'est pas que la Birmanie. On va disons en train de bouger un petit peu Asie du Sud-Est, qui est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de ça pour jouer un petit peu cette carte de humanité-démocratie?
ou peut-être on s'en fiche complètement, peut-être cette région. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Patel et professeur Lassens, après? Vous savez, moi, je suis déjà étonné de ne jamais avoir, depuis 100 jours, de ne jamais avoir entendu parler de la Croix-Rouge internationale. Le CICR, c'est quand même dans le monde entier son boulot d'intervenir sur la défense des blessés, la défense des malades, la visite dans les prisons, etc. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a vu jamais un communiqué ou la prise de parole de la Croix-Rouge internationale. Moi, Non. jamais. Silence, oui, on est d'accord. Ce qui est scandaleux, ce qui est absolument scandaleux. Ce qui est très frappant, c'est un décalage énorme entre la perception à l'extérieur de ce qui se passe en Birmanie et la réalité du terrain. Voilà. Sur la réalité du terrain, ce qui me frappe le plus, c'est qu'on a connu la Birmanie avant la libération de Aung San Suu Kyi au début des années 2010. Et à cette époque-là, la démocratie n'existait absolument pas. Et on avait affaire à des Birmans qui étaient résignés. Ils étaient silencieux. Dès qu'on essayait de parler de la situation politique, ils faisaient dériver la discussion sur autre chose. Et ils étaient résignés. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Ils ne sont pas résignés, hein, ils sont combatifs. Et les infirmières, par exemple, qui ne disaient pas un mot avant 2010, maintenant, au téléphone, elles vous disent il n'est pas question de retourner dans le service tant qu'il y a ces brigands, ces terroristes. Je n'y retournerai pas. Alors, on lui dit mais il va peut-être falloir composer quand même. Non, il n'en est pas question. Ils sont très, très déterminés et ils sont très accrochés à ce mouvement de libération. C'est pour ça que il faut absolument trouver un moyen de les aider parce qu'ils vont, ça ne peut pas durer cette situation. Oui. Je crois que la détermination d'un peuple, c'est jamais connu aussi déterminé. La peur n'est même plus là en fait. C'est vrai, il y a une énorme répression, mais le peuple, c'est tellement déterminé, ça revient le lendemain dans les rues. Il y a des moyens de se faire manifester, de se faire entendre, mais la communauté internationale ne l'entend pas. Mais par rapport à la France, j'ai une petite question en fait. On n'en parle pas très, c'est un mot tabou dans les hémicycles, c'est le total. Le financement à la junte par notre chère entreprise française. Donc, est-ce que c'est en les finançant, c'est aussi quand même un complice au crime? Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cela aussi? Si on arrête de financer cette junte par une manière ou l'autre, et en même temps, parallèlement, pour faire bouger un petit peu les communautés internationales, voire Croix-Rouge, voire l'OMS, est-ce que ça peut s'en sortir? Professeur Patel. L'OMS, je ne sais pas très bien, on les voit de temps en temps à l'œuvre, je ne sais pas très bien ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ont envie de faire. Et ce qui me déçoit beaucoup, c'est la Croix-Rouge, parce que c'est quand même son rôle, mais enfin, je les ai déjà connus dans un certain nombre de pays ou de circonstances, donc ça ne m'étonne pas beaucoup. Ce qui est quand même prodigieux, c'est que l'envoyé spécial, qui est pourtant une Suisse, n'ait jamais été autorisé à aller en Birmanie, de même que les représentants de l'ASEAN, et que la junte qui avait invité une journaliste du CNN s'est retrouvée complètement discréditée parce que malgré ce qu'ils avaient préparé avec 5 camions de police en avant, 5 camions en arrière, de façon à ce qu'on montre que tout était calme à Rangoon et qu'il a fallu que quelques manifestants dans un marché montrent que la population n'était pas d'accord pour que CNN fasse un reportage totalement discréditant la junte. Donc, ils n'ont jamais recommencé. Et c'est bien pour ça que quand ils disent on acceptera les représentants de l'ASEAN ou de l'ONU, que quand le calme sera revenu, c'est vraiment de la part de la junte des propos risibles. Enfin, on n'en est
pas un prêt de la part du général auteur du coup d'État. Au seul sens, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis choqué par le silence de la Croix-Rouge internationale au niveau de la Croix-Rouge française. J'ai eu des contacts avec eux et je les ai sentis absolument désireux de rester sur le côté de la route. Ça conduit à se poser la question sur le bien fondé de ces grandes organisations internationales. Courage Fillon, c'était un peu ça. Alors, je vois qu'il y a M. Pruneau qui pose une question. Oui. Au vu des photos de personnes décédées, on peut se demander s'il n'y aurait pas un trafic d'organes. Est-il possible de prouver? Bon, je crois que la situation elle est suffisamment compliquée pour qu'on ne se mette pas à fantasmer sur des trucs complètement foireux. Le trafic d'organes, ça nécessite une organisation extrêmement sophistiquée, des médecins extrêmement compétents, des relations avec des réseaux. Je ne vois pas comment il peut se développer un trafic d'organes dans le climat actuel en Birmanie. Je crois que ça fait partie. Il faut ranger ça dans le registre des affaires fantasmées, ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Ça, c'est sûrement impossible. Quand on voit quelle force il développait pour faire une grève de rein, c'est sûrement impossible. 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 Il y a beaucoup des infos en fait qui fait des fake news à peu près partout. Il y a aussi les fameux le psychologique, des jeux des enjeux psychologiques. Donc déjà dans une situation très complexe, ça devient de plus en plus confuse. Les gens à l'intérieur et également à l'extérieur. Il y a d'autres commentaires aussi. On a vu aussi des photos d'officiers font avaler quelque chose aux soldats, sachant que la Birmanie est sur le podium des pays producteurs amphétamines et aussi possible de le prouver. Oh oui, non, mais c'est du même ordre d'idée. Bon, qu'ils utilisent des choses pour calmer les personnes qu'ils arrêtent, peut-être, mais il n'y a rien d'organisé. Bon, là, je vois un commentaire de la part de Corinne Korchinski. Corinne Korchinski nous avait contacté parce qu'elle connaît un Birman qui s'appelle Nguyen Win et qui était dans une situation cardiologique particulièrement préoccupante au mois de décembre dernier. Et on avait programmé une intervention lourde de chirurgie cardiaque. Et il a probablement été l'un des derniers qui a pu être opéré par le docteur Wanatoun. Et motif de satisfaction, malgré toutes les manifestations qu'il y avait dans les rues, il a été possible d'opérer encore quelques malades à cette époque-là et il a été l'un des tout derniers à bénéficier de l'expérience de cette équipe tout à fait excellente. Moi, je suis très content de savoir qu'il va bien. Merci infiniment à vous. Il y a Mandalay toujours. On reste. Bah, oui, bon. Les ONG défendent. Oui. Ben oui. Ben oui, Human Rights Watch. Moi, je connais très très bien l'un des avocats de Human Rights Watch en France. Et quand j'ai commencé à parler du problème de la Birmanie, elle m'a dit, écoute, est-ce que tu n'as pas un autre dossier? Parce que là, on va se casser les dents. Donc, vous voyez. Oui, avec un conseil d'administration qui contient plusieurs personnes qui travaillent notamment dans les industries de l'armement françaises ou des choses comme ça plutôt douteuses, sauf qu'on en arrive à un stade là où il y a un silence complet, notamment de la presse française qui va suivre, du fait du pouvoir d'influence de Total. Quand on voit l'article dans la presse de Le Monde qui retrace justement les financements français de Total, qui sont quand même reconnus comme le premier financeur de l'agence, et qui découle immédiatement sur une suppression des revenus publicitaires de Total et des amis de Total. Donc, au final, est-ce que la pression, elle n'est pas à venir même du gouvernement français qui refuse tout simplement de s'engager? Le gouvernement français est bien une part officielle de l'entreprise Total, reconnue comme le premier financeur, dont le gaz va en majorité de plus en Thaïlande, ce qui permettrait une pression certaine sur la Thaïlande pour faire venir une aide humanitaire.
c'est un refus d'engagement du gouvernement français. Quant à la population française, elle semble très désengagée d'un problème qui paraît lointain, alors que la France est au final un des pays étrangers qui pourrait avoir le plus d'influence sur la situation. Le pays étranger qui a le plus d'influence, c'est la Chine. Oui, bien sûr. Oui, c'est la Chine en premier. Le clan occidental, la France, avec l'implication totale qui est quand même le premier financeur, on est sur du 500 millions dans les poches directement, pas en taxes. Les taxes frôlent les 4 millions par an, qui sont un montant ridicule par rapport au montant total. On en revient quand même à un refus d'engagement de notre État et puis un manque d'implication de la population française qui n'est, je pense, pour beaucoup pas au courant du rôle que la France a dans ce qui se passe actuellement en Birmanie. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, cette fois-ci, c'est vraiment quelque chose c'est la complice de crimes humanitaires. Si je comprends bien, ça, c'est la Total a financé à peu près 230 millions de dollars et 176 millions de dollars dans les dernières 2 années. Donc ça, c'était énorme, en fait. Ça permettra de vivre, vraiment survivre la junte. Et c'est un mot tabou, le nom Total là, dans les hémicycles. Là, donc, comment on peut faire pour un Français citoyen lambda pour faire bouger ces choses-là? Bon, je suis pas très spécialiste de la politique française, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire bouger? Voilà. Dans tout sens. Boycotter Total, certainement. Et en plus de cela, peut-être ça prendra du temps, mais vu la situation, tous les moyens sont bons. Vous savez, il y a les Américains qui pourraient déjà aussi faire pression sur Chevron, parce que Chevron, comme compagnie pétrolière, a le même pourcentage sur la compagnie, sur le gaz. Je crois qu'ils sont à 30% chacun. Hein. Oui. Donc, c'est un problème international. Hein. Tout à fait. Et après, la demande n'était pas de retirer de Total de la France, de la Birmanie, en fait, de ne pas payer et de suspendre les paiements jusqu'au jour où la démocratie ou la situation s'améliore. Donc, ce n'est pas de retirer, parce que le retirer Total, ce n'est pas la demande du tout. Donc, pourquoi on n'arrive pas à accorder ou faire bouger des choses dans ce bon sens? Et bon. Je crois qu'il y avait certaines discussions avec les Américains pour pouvoir mettre, je crois qu'il y a des sénateurs américains qui avaient fait pression sur le Trésor américain pour mettre les fonds sur un trust bloqué jusqu'à l'amélioration de la situation. D'accord, oui, ils ont commencé un petit peu à bouger aux États-Unis. Ce qui serait une situation acceptable, puisque l'argent n'arriverait plus à la junte, mais serait mise de côté pour le futur. Alors que côté français, enfin côté américain, on a quand même Chevron qui est mis en étude au Congrès américain. Quoi. Côté français, on n'a même pas eu jusqu'à maintenant, si je ne me trompe pas, une question au Parlement sur l'implication totale en Birmanie. Et la question, c'est vraiment comment faire face à ce silence. Même le groupe d'amitié franco-birmane ne met malheureusement pas le cœur du problème de l'implication française jusqu'à maintenant dans les débats. Quoi. Quand aux seules presses qui l'ont fait, ils ont eu une sanction immédiate. Peut-être le groupe d'amitié franco-birmanie au hémicycle, peut-être, je ne sais pas si pour prononcer ce mot-là et après aborder le terme. Ce n'est pas pour Total, en fait, toutes les entreprises de gaz naturel. Donc, ce n'est pas que ça. Donc, ça fait partie de toute la famille, en fait. Je ne sais pas si ça peut se faire. Parce que l'autre jour, j'ai regardé un petit peu sur le site de l'Assemblée nationale et j'ai cherché un petit peu des questions concernant la Birmanie dans les derniers mois. C'est vrai, c'est moins de 10. Donc, bon, ça, c'est nous. Là, ça, c'est aussi, on est là, tout le monde ici. Donc, on est sensible à la cause birmane. Donc, comment on peut travailler ensemble pour que ça soit un peu plus, quasiment toutes les semaines, une question au moins par semaine. Est-ce qu'il y a un moyen? Je ne sais pas. Je me demande. Nous avons saisi avec un petit groupe d'acteurs intéressés à la Birmanie, nous avons saisi la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale qui nous a promis d'intervenir et de même la commission des affaires étrangères du Sénat. Donc, normalement, il devrait y avoir des questions posées au gouvernement.
Et après, je reprends un petit peu le côté sanitaire. Donc là, on est dans un impasse. La seule chose, le gros tabou qui ne se fait pas encore, c'est le reconnaissement de l'INDI. Est-ce qu'il y a un moyen de faire travailler, c'est vrai, je te pose cette question un peu bête, mais par le ministère de la Santé, de ce côté, parce que le problème, ce n'est pas que des hôpitaux pour soigner, c'est aussi la prévention et aussi le programme d'immunisation. Ce n'est pas que de Covid, c'est aussi des autres maladies préventives pour les jeunes âges. Là, ça, c'est tout est impacté. Donc, j'ai bien peur que ça, c'est les maladies comme polio, les maladies comme rougeole, ça peut revenir c'est en catastrophe. Est-ce qu'on peut, la France peut aider ce côté-là aussi? C'est difficile. Oui, c'est difficile. Moi, je connais les gens qui sont à Avisan. Je connais, d'ailleurs, je suis en partie financé par l'Agence française pour le développement, l'AFD, qui nous donne des subsides pour développer ce que l'on fait à Mandalay. Mais bon, je les ai mis au courant de la situation, mais il s'en est resté là. Je n'ai rien vu venir. Alors, vous avez complètement raison. Les problèmes endémiques qu'il y a en Birmanie, tuberculose, sida et paludisme, en plus de toutes les maladies habituelles, polio, il est évident que dans le contexte actuel, tout ce qui a été fait va être à refaire, et complètement. Mais là, comment faire intervenir ces personnes de façon efficace, ces structures de façon efficace? Personnellement, je n'ai pas d'idée. Hein. Je les ai contactés, ils sont au courant, comme la Croix-Rouge et comme d'autres institutions françaises prestigieuses. Je les ai contactés, j'ai essayé de les mobiliser. Je vais vous dire la réponse qui m'avait été faite, parce qu'elle m'avait beaucoup choqué, en 2007, au moment de la révolution de ce qu'on avait appelé la révolution safran. Et j'avais proposé une motion d'une académie en France. Et on m'avait répondu « Ah, tu voudrais tout de même pas qu'on se mette à inonder l'académie du sang de la Birmanie ?» Voilà. Donc, c'est la réponse qui m'avait été faite. Bon, la réponse aujourd'hui, elle est du même ordre, c'est-à-dire que ça a été le grand silence. C'est malheureux de l'entendre, ça. Ah oui, c'est malheureux, mais c'est effroyable même. Ça se demandait à quoi servent ces institutions. Oui. Et là, quand on parle de la reconnaissance aussi, il y a certains qu'on disait même, parce qu'il peut y avoir, il y a beaucoup de gouvernements d'intérimaires ou de parallèles, exil, on peut citer tous les synonymes de ça. Et si on reconnaît un, on ne va pas s'en sortir. Il y a certains aussi discours de certaines politiques qui sont ça, ce qui est vraiment très, je ne veux pas dire déprimant, c'est inquiétant pour un pays comme la France démocratique. Et moi, ce que je vois, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je ne sais pas si vous avez quelques-uns dans l'audience à certaines idées ou certaines actions à mener. On est preneuse. Il faut. Pardon, vas-y. Tout difficile. J'ai essayé de mobiliser les amis chinois parce que pour développer la chirurgie cardiaque à Mandalay, j'ai rameuté mes élèves chinois avec le raisonnement très simple. C'est la Chine, c'est beaucoup plus près. La Chine est très présente à Mandalay. Donc, ils sont très bien placés, si vous voulez, pour apporter une aide. Et effectivement, depuis 4 ou 5 ans, toute une équipe de Shanghai vient régulièrement maintenant avec moi à Mandalay et donne un très gros coup de main. Donc, je les ai contactés là, il y a 6 semaines, je les ai recontactés plus récemment pour essayer de mettre à l'abri les chirurgiens et les infirmières de la réanimation. Et
et leur proposer des stages de formation temporaires en Birmanie, de telle manière qu'au lieu d'être cachés dans la jungle et de ne pas travailler, au moins que ce temps soit utilisé à leur formation. Donc, on a essayé d'exfiltrer vers la Chine. Bon, malgré tous les soutiens politiques à Shanghai, et ils sont nombreux, on n'a jamais pu obtenir les visas d'entrée en Chine. Et il est hors de question dans ce pays de les faire rentrer de façon illégale parce que c'est la prison assurée. Là. Donc, ça montre bien que, on a des difficultés en France pour aider la Birmanie, mais les Chinois qui veulent aider la Birmanie aussi, lorsqu'ils se mobilisent, ils sont aussi inefficaces que nous. C'est très, très préoccupant. Ça peut-être que vous voulez dire quelque chose? Non, moi je suis très déçu de la non-réactivité des institutions, mais je crois que surtout il faut arriver dès demain à dialoguer avec le NUG, parce que plus il y aura de contacts avec le NUG, mieux ça sera, des contacts de société, des contacts parlementaires. Vous savez, il y a eu un impact assez important avec la Grande-Bretagne. Un certain nombre de parlementaires ont discuté avec des ministres du gouvernement d'unité nationale. Et ça a été repris dans les médias internationaux. Donc, ça serait important que de plus en plus, il y ait des contacts, des dialogues, des aides éventuelles au gouvernement d'unité nationale, parce que ça serait, sans les reconnaître, leur donner une importance. Il ne faut pas oublier que ce sont des élus pour la plupart. Donc, ils représentent vraiment la population birmane. Ce n'est pas des terroristes, ce n'est pas une junte militaire qui se décrète au pouvoir comme ça d'un coup. C'est des élus, donc ils représentent le peuple birman. Merci. Donc, tous les contacts qui peuvent être établis avec les ministres, avec les responsables du gouvernement national, sont certainement très profitables pour leur support et pour leur reconnaissance. Merci. Merci. J'ai une petite question sur le chat. Pourquoi la cause de la Birmanie est insensible pour les politiciens français? Comment nous pouvons remédier pour qu'ils s'intéressent? Certains Français pensent que la situation en Birmanie est devenue normale car on n'en parle plus dans les médias. Oui, ça c'est aussi vrai. J'ai fait une petite enquête autour de moi et ils pensaient que tout est déjà entré en ordre. On a eu la redémocratie en Birmanie. Ça c'est encore deux choses. Donc, est-ce qu'on ne parle pas souvent dans les médias? Donc, c'est vrai, professeur Allen, vous avez beaucoup intervenu en fait lors des médias, des entretiens. Est-ce que c'était suffisant? Qu'est-ce qu'on peut faire, la communauté birmane de France? Je ne sais pas, si on connaît des journalistes, si on connaît dans les rédactions, si on connaît à tous les étages. Je sais qu'à Toulouse, ils ont organisé des articles dans les journaux régionaux, ils ont fait des colloques, réunions avec le député. Je crois que si dans toutes les villes, on arrivait à avoir des contacts et à essayer de mobiliser la presse régionale et puis à mobiliser les élus, peut-être que la sauce, c'est pas une sauce, peut-être que ça prendrait, mais c'est assez difficile. Oui. On essaye avec un petit groupe de médiatiser et d'arriver à attirer l'attention, parce qu'en ce moment, effectivement, on ne parle plus de la Birmanie. Oui. En profitant de la situation de ce vidéo-là, ce Zoom, est-ce que je pourrais vous demander un petit peu un faveur à toutes les audiences, pour ceux qui habitent à Paris ou en province ou peu importe, en France ou en Birmanie ou peut-être à Bangkok ou peu importe,
est-ce qu'il y a un moyen de contacter ou peut-être parler avec vos élus locaux ou les gens qui peuvent avoir une influence pour faire parler de la Birmanie dans les médias ou avec des politiques? J'aimerais bien vraiment vous demander voilà, une aide pour nous, parce qu'en France, notre association, il n'y a à peu près 42 personnes qui sont actives, donc 40 pour la France, ce n'est pas pour beaucoup. Donc, nous avons besoin de vos voix, de vous, pour faire entendre, pour faire bouger la politique française. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je peux citer peut-être Jean-François, franchement? Qu'est-ce que vous en pensez? Désolée, j'ai appelé pas, non? Tu es en mute. Voilà, oui, nous on essaie de mobiliser sur Toulouse, mais c'est difficile. Bon, on est en train de faire une lettre à l'OMS avec Jérôme Saldegouzi, qu'on a fait signer par des chirurgiens. On est en train on va essayer de le faire passer au niveau du Sénat. Ils ont un sénateur, mais bon, ça va être difficile là aussi. Moi, je ne vois pas comment on peut. Déjà, nous, on n'arrive pas à notre niveau à contacter. Dernièrement, j'avais écrit à X journalistes, TF1, TF3, j'avais envoyé pas mal de mots. On n'a eu aucune réponse. Oui, il y en a France 24 qui pensait que j'étais sur Paris et qui voulait avoir notre point de vue à Jérôme et à moi pour essayer de discuter. Mais bon, quand il a su qu'on était à Toulouse, tout de suite, tout est tombé à l'eau. C'était... C'est dommage. Ça n'a pas l'air de les intéresser, la Birmanie. C'est ça le problème. D'accord. Merci Jean-François. On est vraiment très difficile. On essaie de frapper toutes les portes. Mais oui. C'est très difficile. Peut-être il va falloir essayer d'envoyer à la Croix-Rouge, envoyer un peu partout. Essayer, envoyer pour les noyer de mails ou de courriers. Et Joanna, elle a levé la main. Elle a levé la main? Oui. On n'entend pas. Pardon, je pense qu'il faut noyer de courrier parce que ce n'est pas un sujet qui prête à leur attention facilement. Par contre, côté journaliste français, moi, ce que j'ai fait au début du coup d'État, c'est que j'en ai contacté plusieurs des correspondants de la presse française pour les mettre en contact avec des personnes que je connaissais sur Mandalay. Oui. Et peu de sources en Birmanie, en fait, beaucoup avaient très peu de sources en Birmanie, beaucoup n'ont pas eu de visa pour la Birmanie depuis des années, ont des sources uniquement à Rangoon. Et peut-être, du moins, ça a donné quelques articles intéressants dans le Monde des Libérations, du fait de témoignages qu'ils ont pu avoir, qu'ils n'auraient probablement pas eu les premières pages sur le Monde sans les témoignages sur place. Donc, je pense que pour les personnes qui connaissent des personnes en Birmanie qui ont un niveau d'anglais qui le permet et qui peuvent communiquer par télégramme ou signal, la mise en contact pour permettre de sortir des témoignages qui soient entendables dans la presse française est aussi importante parce qu'au final, ils ont quand même très peu de sources et la plupart vont se limiter à des bulletins de l'AFP qui sont remis en forme dans la presse française. Du coup, ça touche peu niveau émotionnel de penser quand on lit un bulletin de l'AFP, bon, il s'est passé ça. Et il y a peu généralement de témoignages derrière parce que les journalistes français ont peu de sources sur place. Oui. Évidemment, l'anonymat a été préservé de toutes les personnes que j'ai pu mettre en contact. Oui. Mais je pense que c'est un point important de permettre à des journalistes d'avoir accès à des témoignages de personnes sur place via des applications sécurisées. Pour ceux qui ont peur du Wi-Fi, malheureusement, ça devient de plus en plus limité. Oui. Mais l'absence de sources réelles limite aussi le travail des journalistes français. C'était assez difficile, c'est vrai. Quand on parle de ça, des journalistes français, on entend bien. Oui, on va essayer. Il y a très peu de journalistes qui s'intéressent vraiment à la Birmanie. Et deuxièmement, le compliqué qui a été trouver des témoignages en fait vrais qui peut parler. Parce que là, ça c'est les militaires qui tirent dans tous les sens sans raison. Et c'est une excellente idée aussi. Oui. J'ai vu certains commentaires que I would like to know if the nurse. Donc, si elle voudrait savoir si les infirmières
peut joindre, ou les volontaires, hein, des personnels de santé peuvent joindre à la frontière pour travailler à la frontière, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont surtout à la frontière thaïlandaise. Est-ce qu'il peut y avoir un moyen d'aider? Parce qu'il y a dizaines de milliers de gens de Rangoon et Mandalay qui s'enfuient et même actuellement à la frontière thaïlandaise. Alors, professeur Patel, qu'est-ce que vous en pensez? Je connais mal la situation. Je pense que les Thaïlandais maintenant ont eu l'air de faire un effort pour accueillir les réfugiés des ethnies qui avaient pénétré, où certains étaient blessés et autres. Je pense que les médecins et les infirmiers thaïlandais et que les autorités sanitaires thaïlandaises font ce qu'il faut avec les hôpitaux locaux. Je peux rien dire de... J'ai pas d'éléments, mais je connais bien les Thaïlandais et je pense que maintenant que le gouvernement a donné le feu vert pour accueillir ce qui n'était pas le cas les premiers jours, pour accueillir les réfugiés, je pense que ceux qui ont besoin de soins sont soignés. Daniel, je pense que tu penses la même chose. Oui, 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 tout à fait. Je pense que je n'ai plus de questions, mais pour l'instant, s'il y a quelqu'un qui voudrait discuter, levez la main ou peut-être être dans le chat. Oui. J'ai vu qu'Anne Dornano demander la parole. Oui. Merci. Vas-y, on t'entend. Vous m'entendez là? Oui, oui. On vous entend. Allez-y. Oui. En entendant parler les médecins que je connais bien, je me disais qu'au fond, ils ne se rendent peut-être pas compte de l'influence qu'ils ont dans leur propre département et auprès de leurs parlementaires qui ont besoin de leur voix. Et je me demandais s'il n'était pas possible de regrouper dans les départements ou dans les circonscriptions que vous, les médecins, vous connaissez, où vous avez des amis, si on ne peut pas faire des petits groupes de médecins qui demanderaient rendez-vous à leurs députés et à leurs sénateurs pour leur expliquer la situation et leur demander, quand ça viendra à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ce qui arrivera un jour, de ne pas se tromper et de voter du bon côté pour ou la reconnaissance du gouvernement que nous souhaitons défendre, ou la fin du financement de Total ou autre, mais expliquer si les médecins sont écoutés par les parlementaires. Je sais que le professeur Patel a écrit à tous les médecins députés et tous les médecins sénateurs, je crois, si je ne me trompe pas, Oui. Mais je pense que si localement, par exemple ceux de Toulouse, demandaient rendez-vous à leurs députés, peut-être avec d'autres médecins de leur région, ça pourrait avoir un petit effet. Parce que je pense que si on veut influencer notre gouvernement pour prendre des décisions, il y a une question d'opinion publique et de faire savoir aux gens ce qui se passe. Et les médecins peuvent le faire mieux que quiconque. C'est une excellente idée. C'est commencer par des locaux et faire un projet. Oui, commencer par les élus locaux, oui. Ça n'a l'air de rien, mais ça fait, même les maires ont des influences sur leurs députés, oui. Et sur leurs sénateurs encore plus. Donc peut-être qu'il y a un travail que le monde médical pourrait faire localement qui nous aiderait à faire savoir. Nous aussi, juste pour vous informer, la communauté Birmane de France, nous avons aussi écrit pas mal de lettres et ça fait la 3e lettre qu'on envoie aux députés. Mais peut-être ce n'était pas par groupe, on envoie un peu plutôt d'emblée un peu animé deux choses. La première, c'est le rejeté de militaires. Deuxième, aussi de répéter deuxième fois. Et troisième fois, c'était pour reconnaître le NUD, le jour où on avait reconnu le NUD. Créer le NUD, on a envoyé, vous voyez, là, on a un gouvernement, on reconnaît-le tout de suite comme légitime.
Et après, on a aussi un petit peu… Là, maintenant, ça, c'est ce qu'on souhaitait de faire, en fait. C'est le catastrophe humanitaire, elle est là. Le catastrophe humanitaire, ce n'est pas que humanitaire, ça peut comment cascader comme climatique, peut-être parce que c'est tout est lié dans le sens. On va écrire, mais par contre, c'est vrai, ça, il faut des gens locaux qui connaissent des élus locaux et faire un dialogue face à face. Je pense que c'est le meilleur moyen. Parce qu'on avait vu le député Nadeau à Toulouse, c'est un dialogue fluide, ça discute, ce sont des possibilités, on discute. Ça, c'est le seul moyen qu'on peut vraiment bouger des choses. Les maires, on vient de rencontrer pas mal aussi, ils vont commencer à voter pour le soutenir le peuple biamant, mais par contre, pour reconnaître le NUD, ils ont dit que ce n'est pas la compétence, ça se comprend. Oui, ça c'est vrai aussi. Oui, mais au moins, plus qu'on parle chez les politiques, c'est mieux qu'on gagne, quelle que soit la cause biamane, ou quelle que soit reconnaître le NUD, ou autre chose. Donc, bon, je comprends que dans un coup, je vous redemande encore de nous aider. Donc, je ne sais pas, je n'ai plus des commentaires. À la fin, ce qu'on peut trouver un peu, comment on peut voir des choses et aussi comment on peut faire ensemble. Peut-être on peut conclure, peut-être s'il n'y a plus de commentaires. S'il y a quelqu'un qui veut parler un peu plus des idées, pardon. Non, je ne vois plus. Donc, peut-être un peu plus tôt que prévu. Est-ce qu'on pourrait peut-être conclure? Donc, professeur Alain Patel, je peux vous demander un petit temps. Non, je pense que vraiment toutes les occasions qui peuvent se présenter, comme on vient de l'évoquer, auprès des élus locaux, des élus départementaux, de façon à pouvoir, le jour venu, accepter les discussions au Sénat ou au Parlement, c'est très important, de même que si dans les journaux régionaux, on arrive à faire passer des articles et des messages, c'est très difficile, mais c'est une pyramide qu'on construit. Si petit à petit, on arrive à faire une base, peut-être qu'on arrivera à monter progressivement. Mais il faut tous arriver à s'y mettre. Et c'est l'époque est difficile. Mais il faut absolument arriver à soutenir ce peuple qui, vraiment d'une façon fantastique, depuis 100 jours, se bat sans armes et avec un courage formidable, et être prêt ensuite à une aide humanitaire fantastique, mais surtout pas dialoguer avec la junte, surtout pas aider la junte, ça serait un désastre. Par contre, aider l'ONU de toutes les façons possibles. Merci, professeur Patel. Et professeur Loisante, vous pouvez faire un petit dernier mot? Moi, je suis tout à fait sur la ligne de pensée d'Alain. On est confronté à une difficulté majeure, c'est qu'actuellement, c'est une sorte de désintérêt en France. Il faut essayer de susciter un intérêt. Ce que Mme Dornano a dit, de contacter les députés locaux, j'en ai déjà parlé à mon député local, il me dit, et la réponse a été terrible, en disant, tu crois qu'on n'a pas assez de problèmes comme ça chez nous pour aller s'occuper du problème des autres? Je dis, écoute, oui, d'accord, mais tu pourrais quand même peut-être bouger, parce que là, c'est quand même un enjeu énorme. On ne peut pas être le pays de la démocratie et continuer à ignorer ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas possible, ça. On ne peut pas se regarder dans la glace sans avoir honte, quoi. Voilà. Merci, merci beaucoup. C'est vrai, nous sommes vraiment… il y a encore une question. Est-ce que je peux vous poser? On est en train de conclure, mais il y a une question qui vient. Attendez, il y a avoir une personne référente comme vous, nous donner des modèles de lettres, d'articles et commandes pour distribuer à nos élus et connaissances locales. Donc, oui, donc nous avons des lettres qu'on a écrites. Il est sur le site de la communauté biamane de France, des lettres
au président, au ministre des Affaires étrangères, aux députés, aux maires. On va peut-être actualiser aussi. Donc, libre à vous, prenez-vous comme vous voulez et personnalisez comme vous voulez. Mais envoyons des mails ou des lettres, aussi frapper des portes des députés et des maires, s'il vous plaît. On va mettre un petit peu des lettres actualisées. Ça, c'est oui. Et après, si le variant indien se déplace en Birmanie, la situation peut-elle devenir catastrophique? Bon, ben, quelle question? Quelle question? Poser la question, c'est donner la réponse. Hein. Oui, ça sera catastrophique. Et le variant indien va arriver, c'est une certitude. Donc, on est mal parti. On est mal parti. Et après, je pense qu'il y en a beaucoup de politiciens qui disent, bah, si on reconnaît un UDI, bon, bon, tout le monde a des problèmes, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Donc, je pense que le monde est de plus en plus petit avec la mondialisation, avec des effets, et tout est lié, sanitaire, climatique, tout ça. Je pense que il faut faire sensibilité, je crois, dans ce sens-là. Peut-être je ne sais pas parler aussi bien peut-être ces contenus-là, mais je pense que il y a un impact quand même. La Birmanie n'est pas toute seule, la Birmanie a un impact énorme sur l'Asie du Sud-Est. Et avec la place politique et les enjeux maintenant actuellement joués par la Russie, par la Chine et par les États-Unis et par les membres de ASEAN, il y a un impact mondial. Ce qui est sûr, ça ne serait peut-être pas immédiat, ça serait vraiment dans le moyen terme, ça va venir. Donc, je pense que c'est pour mieux sensibilité, je pense. Bon, comme si j'aimerais bien conclure cette conférence. Merci beaucoup, professeur Patel et professeur Lazance. Votre participation et acceptation, c'était vraiment formidable. Votre témoignage et tous les gens qui ont participé aussi. Et ben, mon dernier mot, ce serait vraiment aidez-nous le plus possible, s'il vous plaît. Et on se tient au courant par le site Internet de la Communauté Birmane de France et également sur le Facebook, la page Communauté Birmane de France. Nous sommes ouverts à recevoir tous les commentaires, tous les idées, tous les conseils. On est unis. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je vais conclure.